à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e et dernière table ronde consacrée au burn-out. Alors la première a traité de la définition médicale, juridique, sociale et managériale du burn-out. Ensuite, on a traité du profil du burn-outé, puis de la reconnaissance en maladie professionnelle ou pas, et de la reconnaissance sociale du burn-out, la réparation et la reconstruction après un burn-out. Et aujourd'hui, on termine le cycle avec la prévention du burn-out. Alors, pour ce faire, on avait donc le docteur Simeona Chounina, qui est médecin du travail, qui devait participer avec nous aujourd'hui et qui a un empêchement de dernière minute, mais elle m'a envoyé son diaporama et donc je vais vous le présenter. On a deux avocates qui sont Diane Lemoine et puis Florence Monteil, toutes les deux spécialisées en droit du travail et en droit de la sécurité sociale au cabinet LM Avocat à Paris. Et puis, on a Xavier Ménard, qui est donc fondateur de Dranem Conseil RH à Brest, et puis consultant RPBO, c'est-à-dire reconstruction post-burnout. Et il est également auteur du livre Burning Out sur la question justement du burnout et de ses mécanismes, des ressentis, etc. C'est aux éditions Librinova. C'est ça, hein, Xavier? C'est ça, exactement, merci. Très Le bien. pitch était parfait. Voilà, très bien, merci. Et donc, on va démarrer avec le premier diaporama sur la prévention qui a été préparée par Simeona, donc médecin du travail. Et je vais vous le présenter. Voilà. Donc, le syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out, en France, on parle de burn-out, mais au niveau de la Haute Autorité de la Santé, le dossier que l'on peut retrouver, il s'intitule un syndrome d'épuisement professionnel. C'est donc un épuisement physique, émotionnel et mental, mental qui veut dire psychique, à la fois psychologique et cognitif, qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc, il apparaît quand le travailleur ressent un écart trop important entre ses propres attentes, la représentation qu'il se fait de son métier, de son travail, et la réalité de son travail. Concrètement, face à des situations de stress professionnel chronique, la personne en risque élevé de burn-out ne parvient plus à faire face. Alors attends, parce Alors, qu'il pour la on a un prévention, commentaire, disant que le support n'apparaît pas. ah bon? Est-ce que Ah si, si? c'est bon. Non, mais alors non, non, si. Si, Alors a si. priori, il n'y a qu'une personne qui voit pas le D'accord, support. il est visible pour la plupart, donc il doit y avoir un problème avec la Ouais, connexion de la personne d'Isabelle, ouais. ok. Donc, pour prévenir l'apparition de ce phénomène d'épuisement professionnel, de ce syndrome d'épuisement professionnel, l'organisation du travail doit veiller à ce que les contraintes qu'elle génère ne surchargent pas les salariés et qu'elles ne mettent pas donc en porte-à-faux vis-à-vis des règles et des valeurs de leur métier. Il faut donc organiser le travail en équipe et favoriser le soutien social, mettre en place une démarche de prévention collective des risques psychosociaux, notamment à travers le DER qui doit être à jour sur les risques psychosociaux, avec une bonne évaluation, les 3 niveaux de prévention, faire de la formation auprès des équipes, évidemment, et des managers, et puis éventuellement avoir recours à un audit en risques psychosociaux pour évaluer de façon indépendante la situation. Les facteurs de risque les plus fréquents sont la question de la charge et de l'intensité du travail, hein, qui font partie des 6 domaines des risques psychosociaux, donc la surcharge de travail, la pression temporelle, le faible contrôle sur son propre travail, les faibles récompenses, qu'elles soient pas forcément financières, hein, mais symboliques, sociales, etc., la reconnaissance, le manque d'équité, les conflits de valeurs, les demandes contradictoires peuvent être source d'épuisement psychique, le manque de clarté dans les objectifs et le manque de moyens. Et puis une charge émotionnelle importante. L'épuisement émotionnel est effectivement, notamment quand on est en contact de publics particuliers comme des personnes en souffrance, hein, les soignants, les enseignants, les travailleurs sociaux, etc. C'est une source d'épuisement très, très fréquente et très forte. Au niveau individuel, l'employeur, l'encadrement, les acteurs de la prévention au sein de l'entreprise, les services de santé au travail doivent repérer les signaux pouvant laisser penser qu'un salarié est peut-être à risque élevé de burn-out. Et donc, il peut y avoir aussi chez le salarié un changement dans l'attitude qu'il a, un repli sur soi, un désengagement inhabituel, une fatigue cognitive, hein, des difficultés d'attention, de concentration, des difficultés dans la réalisation de son travail
qui peuvent être également des signaux faibles et qui doivent alerter l'entourage professionnel. Sur le plan collectif, les indicateurs de dépistage des risques psychosociaux doivent être examinés. Il faut analyser tous ces signaux collectifs pouvant traduire l'existence de risques psychosociaux à un niveau élevé. Et c'est pour ça que le DUER a une place centrale dans la prévention des risques psychosociaux. Il faut former et sensibiliser sur les effets du stress au travail afin de savoir reconnaître les premiers signes d'alerte, les signaux faibles, et de pouvoir orienter le travailleur exprimant un mal-être ou des difficultés dans son travail. Le burn-out ne dépend pas de la fragilité de la personne ou à l'inverse d'un surinvestissement individuel dans le travail. Il est lié aux conditions de travail. Donc, les mises en place des mesures de prévention collective professionnelle, le renforcement du travail en équipe, temps de travail réservé à des relèves de poste, des espaces de partage d'expériences, il peut y avoir du co-développement, il peut y avoir de l'analyse de pratique, des espaces d'échange, management participatif peut contribuer également, améliorer les retours et l'écoute sur l'efficacité du travail, la reconnaissance du travail accompli, avoir une vigilance au traitement équitable des salariés, éviter les conflits éthiques autour de la qualité du travail en partageant les objectifs, les manières de faire pour les atteindre, mais aussi il faut pour cela définir en amont quelles sont les valeurs liées au travail, qu'est-ce que bien faire le travail, et puis vérifier la charge de travail. Alors, c'est impossible d'identifier tous les facteurs, ni même de tous les prévoir toutes ces contraintes qui existent ou les ressources manquantes qui peuvent expliquer le phénomène. Il n'y a pas de solution miracle ou de solution unique toute faite pour faire face au risque de burn-out. Voilà. Tout comme d'ailleurs tous les risques psychosociaux. Il n'y a pas un mode d'emploi, un guide standardisé pour ça. Donc, on ne peut que recommander un ensemble de pistes d'action, d'identification des signaux faibles ou forts, collectifs et individuels, qu'il faut prendre en compte pour faire cette prévention du burn-out et mettre en place une bonne prévention des risques psychosociaux, parce qu'on pourrait dire finalement que le burn-out est d'une certaine façon l'échec de la prévention des risques psychosociaux. Voilà, c'était la présentation du docteur Simona Chunina qui n'a pas pu être présente avec nous. On va passer maintenant à l'aspect juridique avec Diane et puis Florence. Alors, je vais charger le diaporama. Vous pouvez le faire défiler avec les flèches de barres de défilement à droite et à gauche, ou en haut ou en bas. Vous allez pouvoir avancer à votre gré dans le diaporama. Très bien. Donc, dans la continuité de la présentation qui a été réalisée par le médecin du travail, donc la partie juridique et les outils qui sont fournis par le législateur, le Code du travail, pour procéder à la prévention du burn-out. Alors, plusieurs outils sont prévus par le législateur, par les règles et également la jurisprudence. Des outils qui peuvent être en place et qui doivent mettre en place au niveau collectif et d'autres mis en place au niveau individuel, et on va vous les présenter de manière succincte pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble. Alors, la prévention collective du burn-out, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça veut dire que c'est l'ensemble des mesures que les entreprises doivent réfléchir, penser, puis adopter et adapter à leur entreprise, à tous les collaborateurs. Donc, c'est une obligation légale. On vous l'a rappelé parce que c'est quand même important d'avoir l'une des sources principales de la loi, donc intégrée au Code du travail sous l'article L4121-1. Donc, vous avez évidemment une définition qui est précise. Alors, je me permets de la lire parce que c'est quand même, pour nous, en tous les cas juristes, la source principale sur la prévention collective. Donc, c'est une obligation qui fait que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, d'une part, la sécurité, puis protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, quand on dit tous les travailleurs, ça, c'est simplement pour mémoire. On parle bien, quel que soit le profil des personnes qui viennent travailler dans l'entreprise, qu'on soit salarié en CDD, en CDI, qu'on soit apprenti, stagiaire, etc., intérimaire, ça s'applique bien à tous. Et quelles sont les mesures que doivent prendre collectivement l'entreprise? C'est d'une part des actions de prévention des risques professionnels, ensuite des actions d'information et de formation,
et puis la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc ça, c'est la définition légale, et ça veut dire qu'au travers de ces 3 items, la prévention collective doit être extrêmement dynamique par l'entreprise, qui doit y consacrer du temps, qui doit régulièrement se poser les questions pour améliorer la prévention collective de son entreprise. La deuxième partie de la définition légale, c'est ce fameux article L4121-2. Je ne vais pas le lire parce que là, franchement, c'est extrêmement costaud. Il y a 9 détails. Donc, on vous l'a mis sous forme de schéma qui est sans doute peut-être plus digeste dans un premier temps. Et donc, on a les 9 items des principes généraux de la prévention qui se déclinent sur globalement tout ce qui va être prévention primaire pour éviter les risques, les évaluer, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme. Donc, c'est toujours être dans la réflexion pour fournir le bon matériel, pourquoi pas avoir recours à des personnes extérieures également qui peuvent penser cette ergonomie, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, planifier la prévention, donner des instructions appropriées aux travailleurs. Donc là encore, on retrouve tous les axes qu'on va vous expliquer tout à l'heure de façon plus détaillée. Alors évidemment, quand on voit tout ça, on se dit pour l'employeur, c'est quand même une charge considérable. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que cette obligation, elle s'applique à tout type d'employeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on embauche un salarié, c'est pas pour faire peur aux nouveaux employeurs, mais voilà, un salarié, ça suppose la mise en place du document unique de prévention des risques, et ça suppose cette réflexion à mener de manière régulière, au moins une fois par an, sur justement l'adaptation du poste de travail au profil du salarié. Alors, ce qu'a prévu également le législateur, et ça va vraiment, ça évolue dans ce sens de manière assez rapide, c'est l'augmentation de la part augmentée du dialogue social. Donc, le dialogue social, on voit tout de suite donc le CSE, les élus, les grosses entreprises. Ce n'est pas que ça, puisque le législateur a ouvert beaucoup de possibilités, même aux toutes petites entreprises, c'est-à-dire moins de 11 salariés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élus dans une entreprise, mais on peut quand même réaliser des accords d'entreprise et des accords d'entreprise qui vont traiter des sujets qui sont en lien, qui peuvent être en lien avec les risques psychosociaux et notamment dans le cadre d'une prévention du burn-out. Donc, des accords d'entreprise qui vont pouvoir prévoir le temps de travail, les temps de pause, les congés, les arrêts maladie, toutes ces politiques-là qui sont autour donc de la charge de travail, le suivi du temps de travail, ça peut être négocié, c'est même plutôt vivement conseillé de négocier, de discuter avec la communauté des salariés pour mettre en place quelque part une législation qui va être réalisée de manière sur mesure à l'entreprise bien adaptée, qui peut d'ailleurs déroger à la loi dans certaines mesures. Alors, donc cette concertation, comme je vous l'ai indiqué, elle peut intervenir à tous les niveaux, donc même pour les toutes petites structures. Donc, elle peut porter et elle doit porter notamment sur la formation de tous les travailleurs. Alors, spécifiquement sur le burn-out, ce serait intéressant puisqu'il y a beaucoup de confusion autour de cette notion-là. On confond souvent le burn-out avec un stress passager, un stress intense. C'est pas que ça peut être un facteur de développement du burn-out, mais c'est pas uniquement, ça se confond pas. Ça se confond également avec la dépression. Souvent, c'est le cas, on confond le burn-out, la dépression, c'est pas la même chose. Donc, c'est vrai qu'une formation spécifique est fortement recommandée pour prévenir l'émergence du burn-out. Et bien évidemment, la réalisation du DUERP en procédant à une évaluation au plus près du travail, métier par métier, unité de travail par unité de travail, dès la première embauche. Cette réflexion collective, elle doit aussi porter sur les bonnes pratiques managériales. On peut aussi penser à rédiger une charte qui est consacrée aux bonnes pratiques et qui serait dédiée aux managers s'il y a une petite communauté de managers. Ça peut être intéressant notamment s'agissant des méthodes de communication, notamment des méthodes de communication digitales, parce qu'on voit très souvent des salariés qui se sentent agressés
par la communication purement digitale et l'absence finalement de compréhension de ces codes, de ces nouveaux codes. On voit quand même aussi des salariés, c'est vrai, de plus de 55 ans qui se sentent mis à la marge. Donc, c'est aussi quelque chose qui doit faire partie de la réflexion parce que les modes de communication ont beaucoup évolué. Et donc, une charte de bonne pratique, ça permet aussi, donc bien évidemment, qu'il serait évolutive, parce qu'on ne peut pas imaginer que ce soit gravé dans le marbre, et bien sûr concerté, peut permettre de faire partie des outils de prévention. La formation, évidemment, on vous le rappelle, elle est obligatoire de toute façon. Un entretien professionnel est obligatoire avec l'ensemble des salariés tous les 2 ans à minima. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore trop peu appliqué dans les entreprises, mais qu'il faut absolument répéter pour que ce soit réalisé. Et cette formation, elle peut porter sur tout type de formation, pas uniquement sur les bonnes pratiques managériales ou la sensibilisation au burn-out, mais notamment, ça peut être effectivement un thème qui peut faire partie du cycle de formation des salariés. Donc, de la même façon, dans les outils dynamiques de prévention dont l'employeur doit s'emparer en permanence, c'est de réfléchir à comment améliorer les procédures internes, l'organisation du travail, donc service par service, équipe par équipe, poste par poste. Donc, en dehors de ce qu'on a vu, on vous a listé quelques points qui, à notre sens, sont totalement importants, et notamment ce que Florence venait de vous dire, c'est-à-dire les entretiens qui permettent d'évaluer la charge de travail. Donc, il y a d'une part les entretiens annuels, elle vient nous en parler tous les 2 ans, qui sont évidemment là sur les souhaits des collaborateurs, leurs objectifs, les besoins en formation, etc. Et puis, on a à côté, et cette fois-ci tous les ans, l'entretien annuel sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié. Il faut que l'employeur réfléchisse à comment mener ces entretiens, donc il forme les managers pour mener à bien ces entretiens, qui a un espèce de guide, la façon dont on peut mener ces entretiens, parce qu'il faut une grande capacité d'écoute et il faut aussi laisser l'espace dédié aux collaborateurs pour pouvoir s'exprimer. Ensuite, dans un deuxième outil, encore une fois dynamique, pour l'entreprise dans le cadre de la prévention collective, c'est de penser à la façon dont on va recourir aux heures supplémentaires. Il peut y avoir dans certaines entreprises, suivant les activités, par exemple, des accords de modulation du temps de travail, avec des périodes hautes de travail, puis des périodes basses. Mais tout ça, évidemment, ça doit être pensé et réfléchi. De la même façon, bien penser aussi aux pauses déjeuner et au fait que ça puisse être complètement raccord avec l'activité du salarié. Je prends un exemple d'une cadre que j'avais comme cliente qui travaillait en France dans une entreprise, mais qui était ouverte à l'international, et elle travaillait avec les États-Unis, avec Hong Kong. Donc, en fait, elle, son créneau commun pour ses partenaires, c'était l'heure de déjeuner, ce qui fait que pendant des années, elle n'a jamais déjeuné, elle a mangé soit à 11h, soit à 15h en 3 minutes. Et ça l'a évidemment épuisé sur le long terme, puisque là, ça n'avait pas été du tout pensé comment essayer d'améliorer cette procédure, cette prévention collective. Également, pareil, l'entreprise doit régulièrement regarder et réviser les fiches de poste pour les faire évoluer en fonction du métier, en fonction des formations qu'ont pu passer aussi les collaborateurs pour pouvoir faire, là encore, du sur-mesure et le fait que ça colle complètement à la réalité puisqu'on n'ait plus des fiches transversales avec des employés qui sont ultra polyvalents et qui peuvent s'épuiser parce qu'ils sont sollicités sur une multitude de tâches. Dans la même façon, dans les outils qui peuvent être, dont l'entreprise peut s'emparer, c'est évidemment, et c'est complètement génial quand c'est fait, favoriser tout ce qui va être l'autonomie des collaborateurs. Donc, ça ne veut pas dire ne pas leur donner des instructions, ça veut dire leur faire confiance, leur laisser un degré d'autonomie, être à l'écoute de leurs propositions d'amélioration aussi de leurs procédures de travail ou des conditions de travail, les stimuler, leur faire confiance pour que, évidemment, ce soit un cercle vertueux dans les équipes et dans l'entreprise, gagnant-gagnant. Et puis, pour certaines entreprises qui le peuvent, mettre en place, évidemment, des systèmes de participation et d'intéressement. Et puis aussi, faire que chaque manager veille bien à faire que les collaborateurs aient envie et à cœur de faire ce qu'ils aiment. Chacun a des tâches privilégiées, préférées. Chaque collaborateur a aussi des points forts. Donc, évidemment, c'est en discutant sur leurs attentes, les besoins, qu'on peut mettre ça en place et que, là encore, ça améliore la prévention. Après, sur les autres mesures, évidemment, où l'employeur doit être à l'écoute en matière de prévention, eh bien, dès qu'il y a un changement organisationnel, il faut évidemment se poser,
Là encore, avec s'il y a un préventeur en entreprise, avec le CSE, avec les chefs d'équipe, mais pas que, et essayer à chaque fois de se dire, voilà, là on change d'organisation. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour éviter la surcharge de travail, le fait que les changements se passent le plus en douceur possible, tout en ce que l'entreprise restant évidemment performante. Là encore, il y a des outils dédiés. Par exemple, les études d'impact, par exemple le questionnaire QVT, qui sont des éléments et des outils qui peuvent avoir des retours hyper intéressants pour l'entreprise pour la suite, pour les prochains mois. Réaliser un diagnostic visant à évaluer le niveau de stress des collaborateurs, là encore, c'est bien de faire le questionnaire, c'est évidemment important ensuite de le lire et de s'emparer du résultat pour qu'il y ait des actions concrètes derrière. Voilà, parce qu'il y a malheureusement des entreprises qui peuvent se dire je me donne bonne conscience, je balance des choses. Non, il faut ensuite évidemment en tirer les conséquences et que ce soit totalement constructif. De la même façon, on en a parlé tout à l'heure, mais instaurer un dialogue avec le service de santé au travail, c'est très important, que l'entreprise soit attentive au retour que pourrait faire le médecin du travail sur des situations de travail particulières. Il peut y avoir plusieurs cas qui peuvent laisser penser que dans un service, il y a des difficultés, qu'il y a une surcharge de travail, il y a plusieurs cas de burn-out. Donc, évidemment, l'employeur doit aussi être vigilant à régulièrement faire des points avec la médecine du travail et être attentif aux signaux d'absentéisme, d'arrêt de travail, de turnover qui nous disent évidemment que là, il y a une difficulté et qu'il faut la surmonter. Et puis enfin, quand il y a des tensions bien identifiées avec plusieurs salariés, peut-être dans un même service, recourir aux enquêtes internes, l'enquêteur, évidemment, mettre en place, Sébastien on a rappelé tout à l'heure, les espaces de discussion, ça c'est également prépondérant, avoir recours, pourquoi pas aussi avec la médiation, ce sont autant d'outils qui permettent d'avoir une prévention collective efficace. Voilà, donc on a vu qu'au niveau collectif, en réalité, si on s'y penche véritablement, le droit ouvre quand même un champ assez vaste de possibilités pour mettre en place cette prévention si on a à cœur de faire en sorte que dans une entreprise, on évite, on ne supprimera pas, bien évidemment, mais on évite, voilà, on amoindrit le risque. Au niveau individuel, alors bien évidemment, ce qui va se passer au niveau collectif va avoir une incidence sur l'aspect individuel. Évidemment, l'employeur a l'obligation, dès qu'il y a un salarié qui exprime un malaise, sans même qu'il aille jusqu'à indiquer qu'il est en burn-out. Généralement, comme on est dans le cadre de la prévention, il faut réagir évidemment avant. Donc, un salarié qui se montre insatisfait de l'exécution de ses fonctions, de son positionnement hiérarchique, bien sûr de l'organisation de sa charge de travail, il faut que ce soit nécessairement des indicateurs qui permettent d'alerter l'employeur qui doit s'emparer de cette situation avant qu'elle ne dégénère. Alors, on a vu les entretiens annuels, s'ils sont bien menés, peuvent être efficaces. L'entretien annuel qui permet également de vérifier l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et pour cela, pour qu'il soit bien mené et qu'il soit efficace, encore faut-il être formé et encore faut-il avoir véritablement pensé le template qui permet de réaliser l'entretien. C'est pareil pour le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, normalement, ça doit faire l'objet d'une charte dans l'entreprise qui, justement, permet de rationaliser la méthode de l'employeur pour parvenir à l'effectivité de ce droit à la déconnexion. Parce que concrètement, moi, je vais vous donner l'exemple d'un employeur d'une petite structure de tourisme qui a moins de 50 salariés, qui se retrouve dans une situation difficile parce qu'une de ses salariés, tout à la fois, se plaint de ne pas avoir été réglée d'un certain nombre d'heures supplémentaires qu'elle n'a jamais demandé pendant un certain nombre d'années. L'employeur me dit, moi, je n'étais même pas au courant, je ne sais même pas si ces heures supplémentaires ont effectivement été réalisées ou pas. Donc, il y a quand même quelque chose déjà de compliqué puisqu'on voit qu'il n'y a pas de communication qui a été établie à ce niveau-là, peut-être par peur, peut-être par défiance, peu importe. Enfin, il trouve que là, il n'y a pas de communication sur ces heures supplémentaires. Et par ailleurs, cette même salariée se plaint finalement, après l'embauche d'un manager, de subir un encadrement trop restreint.
c'est-à-dire un contrôle trop poussé sur sa charge de travail avec justement pour contrebalancer ce manager qui l'appelle en fin de journée en disant bah là, il faut que tu te déconnectes là. Là, c'est terminé, la journée est terminée. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il y a cet équilibre à trouver qui est vraiment pas évident. C'est quelque chose d'assez subtil, mais ça suppose d'être constamment à l'écoute. Alors, pareil, dans les mesures individuelles, il faut évidemment planifier le travail suffisamment à l'avance. Donc, ça veut dire quoi très concrètement? On l'a tous en tête. Quand on a des dossiers, des missions, des dates butoirs, il faut évidemment en informer dès le départ l'équipe, essayer de suivre, aider, tutorer. Voilà, il y a évidemment plein de choses à faire. Et puis, sur des choses où des métiers où il y a beaucoup de changements d'horaire, je pense par exemple aux agents de sécurité, eh bien, il faut leur adresser le planning le plus longtemps possible à l'avance pour qu'ils puissent s'organiser dans leur vie personnelle ou professionnelle s'ils sont sur plusieurs emplois dans le cadre de mi-temps. Ça, c'est important. Nous, on a régulièrement, par exemple, des agents de sécurité qui nous disent bah, « moi, je reçois par WhatsApp mon planning le matin même pour la journée ». Donc, il y a des fois, il va être en place à 9 h, des fois à 17 h parce qu'il fait une partie de la nuit. C'est très compliqué quand on n'a pas, évidemment, la planification suffisamment à l'avance. Florence, on en a parlé, mais également dans les mesures individuelles, c'est l'utilisation des technologies qui doit être encadrée. Donc, bien évidemment, on est sur le droit à la déconnexion, pouvoir essayer de réfléchir aussi aux façons dont on peut, pourquoi pas, différer les mails, l'heure de réception des mails, pour éviter ce qui est tentant pour beaucoup d'entre nous de regarder voilà, sa messagerie en permanence, y compris les soirs et week-ends, voilà, d'avoir des vrais temps de repos dédiés, des vrais temps de déconnexion pour les collaborateurs, quel que soit évidemment leur métier et leur profil. La troisième chose, évidemment, toujours dans cet ordre-là, c'est d'éviter que les collaborateurs soient isolés. Donc, il faut créer un lien social solide. Donc, on a vu déjà dans les mesures collectives les choses qu'on pouvait faire de façon très concrète et individuelle. Évidemment, quand un salarié, de par son poste ou par son caractère ou par ses horaires, est un peu isolé, il faut évidemment penser à la façon dont régulièrement, on peut le remettre dans de la collectivité pour pouvoir faire qu'il ne soit pas seul, qu'il y ait des moments de convivialité. L'autre chose également en matière individuelle, on en a parlé, mais c'est important d'y revenir, c'est sur les entretiens professionnels, entretiens annuels. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment que la personne qui conduit l'entretien côté entreprise, donc en général un supérieur hiérarchique, un manager, prenne le temps. C'est pas quelque chose qu'on fait en 10 minutes. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit long, un long temps dédié. Après tout, c'est tous les 2 ans, donc on peut quand même y consacrer beaucoup de temps à ce collaborateur-là pour être totalement à l'écoute de ses aspirations, de ses besoins. Alors, court terme et long terme, comment il se projette dans l'entreprise, quelles sont ses aspirations, comment il doit évoluer et avoir évidemment, dans la mesure du possible, un dialogue constructif, même si c'est pas forcément un exercice facile tant pour le manager que le collaborateur. Il faut vraiment que, en tous les cas, l'état d'esprit soit celui-ci. Et puis, quand malheureusement un contrat de travail s'arrête dans le cadre des ruptures amiables de contrat, donc essentiellement les ruptures conventionnelles, c'est vrai que, comme on le sait, les ruptures conventionnelles n'ont pas à être motivées. Le collaborateur n'a pas, quand il fait une demande de rupture conventionnelle, à exprimer les raisons de ce départ, mais s'il le fait, et si c'est lié par exemple à des conditions de travail qui ont été délétères, un manager qui a été pour lui très oppressant en termes des délais de mort, un début de burn-out, etc., il faut évidemment que la personne qui reçoit cette demande puisse la traiter, bien sûr, pour le collaborateur, et si elle accède à la demande de rupture conventionnelle, c'est certainement le mieux, mais aussi qu'elle aille voir par rapport à la source, est-ce qu'il n'y avait pas dans le service, dans la situation de travail, dans l'équipe, des difficultés particulières que je dois résoudre. Voilà, donc il faut toujours évidemment se projeter aussi sur cette sphère-là. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à vous, Diane et Florence, pour cet exposé sur le cadre juridique, effectivement, qui est très riche et qui vient compléter la partie médicale. Maintenant, on passe à Xavier. Alors, je charge le diaporama. Voilà, Xavier, donc tu peux activer le défilement des slides avec les flèches. Merci Sébastien. Et merci Diane et Florence. Moi, pour ma part, donc, je vais me concentrer sur l'aspect RH
Et puis, évidemment, avec ma casquette RPBO, reconstruction post-burnout, sur cette notion de prévention du burn-out. Alors, je vous ai mis évidemment, mais on l'a vu tout à l'heure, la définition fournie par notre médecin du travail, Simeona. Je voudrais juste rajouter, parce que ça n'a pas été abordé tout à l'heure dans la présentation, les effets en fait qui découlent en fait de la question du burn-out et de l'épuisement dont la définition a été précisée, et notamment sur la présentation des impacts en termes de dépersonnalisation ou cynisme dans la relation qu'on a à son travail, dans les impacts en termes de retrait, voire indifférence qui s'installe dans sa relation au travail, de perte d'efficacité au travail qu'on peut ressentir et subir en fait dans cette relation au travail, et aussi la dévalorisation de soi. Ce sont des conséquences qui sont pas neutres et qu'on peut retrouver même dans la mise en place de cercles vicieux, c'est-à-dire que plus on s'aperçoit dans notre situation de burn-out ou alors avant le burn-out justement de cet épuisement qui vient lancinant, en fait, plus on s'en aperçoit, plus on met en place un système pour le gérer ou le combattre, et puis du coup ça nuit encore plus, ou ça pousse encore plus à l'épuisement. Je m'aperçois que mon travail, j'y porte moins d'intérêt et que j'ai une forme d'indifférence et que mon efficacité baisse, je vais me surinvestir pour compenser ça, parce que j'ai quand même une importance, j'accorde une importance forte à mon travail, et donc je vais continuer, je vais mettre en place un système de surinvestissement qui va du coup continuer de m'épuiser. Voilà, jusque effectivement cette notion de dévalorisation de soi et de se dire tout ce que je fais, j'ai beau me surinvestir et y aller, j'y arrive pas en fait. Au final, je suis nul. Voilà, on trouve de façon assez classique dans l'accompagnement qu'on fait en reconstruction post-burnout, ce genre de scénario vicieux qui s'installe. Donc ça, c'était donc concernant le complément à la définition du burn-out et donc de la prévention du burn-out sur le plan médical. Et du coup, en termes de prévention pratique, en termes RH, moi j'aime beaucoup ce tableau, dont la source vient directement du ministère du Travail, puisqu'on retrouve en fait dans ce tableau les 6 dimensions des risques psychosociaux au travail, qui sont détaillées. Et en fait, on retrouve là typiquement les situations, qu'elles soient combinées, complémentaires ou pas, des personnes qu'on accompagne en situation de burn-out. Et donc, les actions en termes de prévention pour une organisation devraient effectivement s'appuyer sur ce tableau et ces 6 dimensions. Donc, les exigences au travail, qui sont tout ce qui touche à la charge de travail, à l'investissement, à la complexité, au rythme, aux horaires, aux conditions de travail. On y retrouve aussi les rapports sociaux, les relations au travail, très importants. La notion de travail en équipe, alors ça a été abordé dans les présentations précédentes, mais l'isolement est une vraie contrainte. Le manque de reconnaissance est une vraie contrainte. Que ce soit les situations conflictuelles, évidemment, génèrent des situations de stress pouvant effectivement emmener vers la prévention. Donc, les rapports sociaux au travail, les exigences émotionnelles, n'oublions pas que l'homme est un être d'émotion et que si on ne s'occupe pas de nos émotions, elles s'occuperont de nous, avec derrière, évidemment, tout ce qui touche au contact difficile avec le public, les personnes en détresse, en souffrance, et les environnements qui nécessitent de masquer ces émotions. Alors, ça, c'est très intéressant. Alors, je vais même en parler à titre très personnel. Dans les environnements RH qui sont très feutrés, très consensuels, où il faut être dans la posture et voilà, on peut avoir une tendance assez forte à cette nécessité de masquer ses émotions, mais c'est aussi potentiellement valable pour les environnements managériaux, notamment, où le manager est en posture managériale. Et alors, on commence à voir poindre dans certaines formations managériales, justement, l'art de l'utilisation de ces émotions pour rappeler qu'en fait, manager, c'est aussi utiliser ses émotions, c'est pas être dans la posture. Donc, les exigences émotionnelles, 3e facteur important. Le manque d'autonomie et les marges de manœuvre, c'est tout ce qui va toucher l'absence de participation aux décisions, difficulté à utiliser ses compétences ou développer ses compétences. Ça, on le retrouve notamment dans tout ce qui touche aux réorganisations
et les transformations d'entreprise. C'est un sujet qui est souvent pas assez pris en compte, ou en tout cas à la hauteur de l'enjeu, puisque quand vous transformez une entreprise, enfin une organisation, vous transformez de facto les contenus, ou en tout cas les périmètres de responsabilité, et ou les fonctionnements entre les services. Et donc, le sentiment et cette notion de manque d'autonomie et de marge de manœuvre peut être très fortement pénalisé. Troisième risque psychosocial, les conflits de valeurs et la qualité empêchée. Alors ça, les conflits de valeurs, c'est quelque chose qui est assez incroyable et tellement... tout à l'heure, Florence et Diane disaient que c'était difficile d'éviter, et où le docteur Simeona d'ailleurs disait que c'était difficile d'éviter de mettre tout en place en termes de prévention. Mais les valeurs, voilà un sujet éminemment sensible, parce que les valeurs, c'est une question à la fois d'affichage, mais aussi de perception personnelle, mais aussi de perception de l'organisation sur ses propres valeurs. Les valeurs, ça bouge dans le temps. Et donc, c'est très difficile, en fait, de mettre en place des systèmes de prévention sur ces notions de valeurs qui sont pourtant extrêmement destructrices. Il y a, je vais prendre plusieurs exemples, une organisation a des valeurs, je veux dire, assez classiques, hein, fraternité, exigence et performance. Voilà. Bon. Et puis dans les faits, on n'a que les deux dernières qui sont mises en œuvre ou qu'on retrouve dans la pratique managériale, dans la façon de mener les projets. Bon, ça crée une dissension, une dissonance pour le collaborateur de se dire, moi, mes valeurs, elles sont effectivement, j'y suis allé parce que ces valeurs étaient là importantes, et puis finalement, elles sont pas tellement appliquées au quotidien. Donc première dissonance. Deuxième dissonance, c'est moi, en fait, je viens avec, j'ai 25 ans, je suis recruté, je viens dans cette entreprise parce qu'elle a des valeurs de convivialité, d'exigence, de performance, mais aussi de relations humaines, enfin, peu importe. Et puis, au fur et à mesure de son évolution personnelle, ces valeurs, elles peuvent, aux collaborateurs même, elles peuvent être amenées à bouger, à changer. Et du coup, se retrouver en décalage avec les valeurs de l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est éminemment touchy parce que la valeur, ça bouge. Les valeurs, elles bougent. La société, elle bouge. Et donc, les valeurs, elles bougent avec la société. Et elles bougent avec vous dans votre mode de fonctionnement, dans vos vies. Et c'est un vrai écueil de déclenchement de situation de burn-out, la notion des valeurs. Et enfin, évidemment, sixième dimension des risques psychosociaux au travail, la sécurité de la situation au travail. Donc évidemment, tout ce qui touche à l'instabilité, à l'incertitude socio-économique. Mon entreprise est en situation de redressement judiciaire, il va y avoir un plan social, je me suis investi parce que je ne veux pas être dans la prochaine, entre guillemets, charrette. Ce sont des termes qu'on entend. Je me suis investi et donc je m'épuise. Et puis au final, c'est déceptif parce que je suis quand même dans la charrette, malgré tous les efforts que j'ai faits, parce que ça ne répond. En fait, ça ne vient pas du fait que vous soyez impliqué ou pas. Les choix se font sur d'autres critères. Donc le maintien des conditions de travail aussi, et l'avenir de son métier, avec l'incertitude dans certaines entreprises, l'existence même des métiers. On peut parler notamment dans beaucoup d'organisations la question du maintien des activités logistiques qui sont de plus en plus externalisées. Donc quand vous êtes sur une activité logistique et que vous savez que votre activité va disparaître, ça crée évidemment une forte insécurité. Même si on vous dit mais t'inquiète pas, il y a un prestataire qui va venir. Il y a forcément l'insécurité, forcément un des facteurs. Un des 6 facteurs clés, évidemment, des risques psychosociaux au travail. Donc, j'aime beaucoup ce tableau-là. Et du coup, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire en termes de prévention. Et évidemment, se poser la question de la mise en place d'une politique de prévention, ça passe par quoi? Ça passe évidemment d'abord par des acteurs, les préventeurs, la mise en place de préventeurs, et ou l'appel à des préventeurs de risques. C'est un métier. C'est aussi les médecins du travail qui interviennent par leur regard sur les situations et du coup normalement la dimension conseil dans la relation qu'ils ont ou qu'ils doivent avoir avec les employeurs, justement pour mettre en place des environnements qui soient bienveillants et en tout cas qui soient
protecteur. Et puis, on pourrait aussi parler des RH, des managers. Et en fait, derrière ces acteurs-là, encore, ces acteurs, c'est très bien, mais encore faut-il qu'ils soient formés à tous ces sujets de RPS. Et c'est pas toujours le cas. Alors, encore une fois, la notion de burn-out et de RPS est une notion assez théorique, assez peu accompagnée de formation dans les organisations, ou en tout cas pas assez. Je peux vous assurer que au niveau du métier de la RH, hein, que je connais bien, les formations sur ces sujets-là restent très théoriques, très conceptuelles, quand elles ont lieu. Donc, il est important de former effectivement à ces considérations-là de risques psychosociaux et de prévention du burn-out, les RH, les managers, mais aussi les collaborateurs. Alors, ça peut être de la formation ou ça peut être aussi de la sensibilisation via des journées ou des séances d'information, l'organisation de conférences dans les entreprises, de tables rondes, faire venir des collaborateurs ou des personnes qui ont fait des burn-out pour venir sensibiliser sous forme de témoignages. Ça, ce sont des choses qui n'existent pas assez et qui auraient tout intérêt à être développées. C'est aussi évidemment des choses toutes bêtes, toutes bêtes, pardon de ce terme-là, mais c'est aussi simplement des choses très humaines, de l'écoute et du bon sens. Bon sens dans ses pratiques managériales, bon sens dans ses relations, dans ses pratiques de relations avec ses collègues, bon sens dans ses pratiques avec son voisin ou avec ses amis, dans l'écoute de sa situation et de prendre en considération son éventuel mal-être pour l'alerter si on repère quelque chose. Et puis, toujours sur la prévention, j'ai mis le plus dur pour la fin, évidemment. C'est l'écologie personnelle, c'est soi-même, c'est s'auto-prévenir, se mettre en situation de s'auto-prévenir d'un burn-out, et donc c'est d'avoir les ressources mentales, physiques, psychologiques, de s'interroger soi-même, se positionner soi-même sur son propre équilibre. C'est quoi mon équilibre vie perso, vie professionnelle? C'est quoi mon équilibre dans mon travail? Quelles sont mes attentes dans mes valeurs? M'interroger m'interroger sur c'est quoi mes valeurs et c'est quoi les valeurs de l'entreprise, par exemple. C'est de s'interroger sur pourquoi on est en mal-être dans son travail. Est-ce que ça vient de son manager? Est-ce que ça vient de l'organisation? Est-ce que ça vient de ses propres motivations? C'est évidemment ce qu'il y a de plus dur à faire parce que quand il s'agit de soi-même, on n'est pas forcément toujours très objectif. Et puis on met en place, on l'a vu tout à l'heure, on peut mettre en place les cercles vicieux. Et n'oublions pas que le burn-out, c'est la maladie du déni. Donc, c'est le plus dur. Et pour autant, c'est aussi ce qui est évidemment très important. Et je constate dans les personnes, dans les accompagnements que je peux faire de personnes en situation de burn-out, ces écarts-là, en fait, ce sont des personnes qui, des fois, se sont mis en situation de s'interroger, mais en fait, s'interrogeant sur des critères qui n'étaient pas les leurs. En tout cas, au plus profond. C'est-à-dire qu'en fait, il y a là aussi une question de projection. C'est la projection de moi, de moi au sens je me projette sur moi une image, j'ai ma propre, alors que elle est différente de ce que je suis au plus profond de moi. Et puis il y a aussi l'image que je projette aux autres. Et donc ces trois images en fait peuvent se mélanger et interférer en fait sur sa propre protection. Voilà. J'ai un cas d'un monsieur que j'accompagne en ce moment où c'est assez flagrant en fait cette situation de l'écart et donc il a tendance à s'auto-positionner par rapport à l'image qu'il veut donner aux autres et pas par rapport à ce qu'il est. Moralité, il trouve pas son équilibre et il s'interroge du coup pas forcément sur les bons critères pour se protéger de la situation de burn-out. Alors, si je l'accompagne, évidemment, c'est qu'il est déjà en burn-out, donc c'est déjà trop tard, c'est que la prévention n'a justement pas eu lieu en amont. Et puis, si vous avez des questions, évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à aller sur la plateforme rpbo.fr ou de prendre contact directement avec via la plateforme téléphonique, avec les bénévoles, là aussi, une action bénévole des personnes qui sont au bout du téléphone pour vous renseigner et vous accompagner sur vos doutes en termes de prévention ou déjà de situation de burn-out. Voilà pour ma présentation
Et je te rends le relais, cher Sébastien. Merci beaucoup Xavier pour cette présentation, effectivement très complète et en plus tu t'appuies bien sur les RPS, hein, les 6 domaines. Ça fait vraiment, ça répond aussi à l'exposé juridique précédent et c'est vraiment très bien.